Bonjour et bienvenue au 3e épisode du podcast portant sur l'accompagnement des parents dans la réussite scolaire de leur enfant. Je suis Émilie et je suis accompagnée de ma co-animatrice Rosalie. Dans cet épisode, nous allons discuter de la période des devoirs et les défis qui peuvent se présenter à vous. Pour enrichir nos discussions, on reçoit Roxane Bérubé, une enseignante au secondaire. Elle a plusieurs années d'expérience dans le milieu et a pu rencontrer plusieurs types d'apprenants. Elle peut donc proposer diverses stratégies pour aider les parents lors de la période de devoirs. On espère que vous allez apprécier l'épisode et bonne écoute. Donc, bonjour Roxane. Allô Rosalie. Allô. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Oui, alors je m'appelle Roxane Bérubé, je suis enseignante au secondaire depuis 2013. J'enseigne l'histoire de secondaire 4, l'histoire de secondaire 5, puis même un petit peu d'histoire de 3 certaines années. Je suis une maman de 2 enfants, Clément qui a 3 ans, Eugénie qui a 9 mois. Puis j'ai un conjoint qui est enseignant aussi, qui lui enseigne les sciences. Donc l'éducation, l'école prend beaucoup de place dans notre vie, dans notre quotidien. Puis à la base, je suis très passionnée, très intéressée par l'histoire. Puis c'est de par cette passion-là que j'ai découvert l'enseignement, puis la pédagogie, la didactique. Puis c'est ça qui m'a amenée finalement en enseignement. Super. Dans le fond, dans cet épisode-là, on va parler pas mal de la période des devoirs. Fait que, est-ce que tu as quelques conseils que tu pourrais donner aux parents qui ont des enfants qui pourraient avoir des difficultés justement à faire leurs devoirs ou juste à se motiver pendant... Les conseils que j'ai à donner s'inspirent beaucoup des confinements puis de la période de pandémie qu'on a eue dans les dernières années, si on veut, là, l'importance d'abord de se créer un espace vraiment juste pour faire les devoirs, tu sais, que l'élève peut, oui, laisser son matériel là, mais aussi être bien installé, bien assis, que ça soit un espace à la limite qui soit beau, qui soit agréable. C'est vrai que des fois, la table de cuisine, ça peut bien faire pour peut-être avoir une surveillance ou un œil attentif sur le travail de chaque enfant, de chaque jeune, mais en même temps, c'est parce qu'on se protège pas nécessairement des distractions, on n'est pas bien assis ou bien installé. Fait que ça serait le premier conseil, là, ça serait qu'il y ait un espace physique vraiment pour faire les devoirs. Comme dans la chambre de l'enfant, oui. Justement, il est déjà à l'aise. C'est pas let's go sur le comptoir, fais-moi ça là, puis on va être débarrassé, là. C'est pas comme ça que ça... Puis au secondaire, on entend beaucoup de jeunes qui font leurs devoirs, leur étude dans leur lit. Ah ouais? Oui, fait que là, on leur dit de pas faire ça nécessairement, tu sais, qu'il faut vraiment que le lit soit un espace pour le sommeil. Oui, c'est vrai. Puis là, on veut pas que l'association étude-lit, que ça amène des troubles de sommeil éventuellement. Fait que ça serait vraiment le premier conseil. Puis pourquoi? Ben ça vient de la pandémie, c'est que les élèves, pendant notamment le premier confinement, ont eu à faire beaucoup de travail à la maison. Puis l'adaptation principale, là, c'était ça, d'avoir un bureau physique à eux dans leur chambre ou ailleurs. Peut-être que le lit, ça a été aussi... Tu sais, des fois, justement, pendant le confinement, c'est dur d'être toujours comme à la même place pendant, mettons, plusieurs heures à faire des devoirs. Fait que là, c'est comme, t'essaies de changer comme d'environnement. Fait que peut-être que c'est comme ça que le lit est comme devenu une option. Je vais me mettre confortable. Puis, Et pour lire un roman de français, tu sais, on dirait qu'on se dit... Ou en anglais, tu sais, on se dit, la lecture d'un roman, ça se prête bien à ça, à être plus au repos, là, si on veut, là. Mais bon. Puis, tu sais, un autre conseil, c'est sûr, dans le contexte du secondaire, moi, je dis souvent à mes élèves d'avoir quelque chose pour pas se gâter, là, mais comme une petite gâterie avec eux, une tisane, un thé, un petit bol de chips, quelque chose pour rendre le moment agréable, entre guillemets, pour pas que ça ait l'air juste d'une corvée. Tu sais, qu'à la limite, l'espace soit beau, une petite plante, c'est ça, qu'on ait envie d'aller s'installer à notre bureau. Puis tu sais, même moi, comme enseignante, je me suis fait un beau bureau où j'ai beaucoup d'espace, tu sais, je suis pas coincée sur un tout petit pupitre, là, fait que c'est vraiment... ce que je vis, moi, au quotidien, mon expérience, mais j'essaie de le partager aux élèves comme ça. Ça m'a pensé, ma soeur, elle a comme elle est au cégep, là, mais elle a comme un système de récompense qui pourrait s'appliquer justement au secondaire aussi. Elle a comme un pot maçon, puis elle se met comme plein de papiers dedans, puis à chaque fois, comme, soit qu'elle arrive à un examen ou qu'elle a fait une grosse période d'études, ben là, elle pige un petit papier, puis là, elle a sa récompense. Fait que soit, OK, je m'en vais m'acheter un beigne, ou OK, là, je me fais un soin, un masque, ou... c'est plein de petites choses comme ça qui fait plaisir, puis ça la motive à comme continuer. Puis OK, je vais avoir une petite récompense. Puis c'est comme de la gratification différée. Puis ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, on a eu une prof de maths au cégep, qu'en début de session, nous avait donné 2 caramels. Puis elle nous avait dit,
quand la matière va être difficile, puis vous allez être juste vraiment démotivé, puis ça va être difficile, puis vous allez vraiment avoir de la misère, mangez un petit caramel. ça va aider. Mais tu sais, moi, la première, j'ai souvent un petit bol de chips, puis là, je prends une chip de temps en temps, puis le soir... T'sais, quand je corrige ou quand je fais de la planification, j'ai mon petit baume au cœur là, pour me motiver. Moi, c'est souvent ma petite tisane. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a comme 1001 options, mais c'est juste de trouver ce qui nous motive, puis ce qui... Chacun. Souvent, ça passe par l'estomac, là, mais bon. Ça peut être plus dangereux un peu. Puis au secondaire, un autre enjeu immense au niveau des devoirs, c'est les outils électroniques, le cellulaire notamment. Beaucoup de parents me disent qu'ils ont du mal à gérer l'utilisation du cellulaire à la maison, mais aussi le soir, là, quand c'est la période des devoirs, quand l'élève doit travailler. Puis, on dirait qu'il y a des parents qui, hésitent à contrôler l'utilisation de l'appareil à la maison, mais je pense qu'il faut, comme parent, je pense qu'il faut foncer, puis il faut vraiment mettre en place un cadre, puis des règles claires et strictes par rapport au cellulaire. Par exemple, il doit être utilisé entre tel moment et tel moment, mais si tu t'installes pour travailler, peu importe où dans la maison, tu dois te départir de ton téléphone. Tu sais, quitte à créer un panier dans la cuisine où, tu sais, quand on a plusieurs enfants, ben tout le monde va aller déposer son cellulaire là, parce que là, c'est le moment des devoirs. Ou tu sais, moi, souvent, une technique que je sais, ce que les jeunes peuvent utiliser, c'est ton chargeur de cellulaire, mais là, à l'autre bout de la pièce. Puis pendant que tu travailles, pendant que tu dis, va le charger à l'autre bout, tu sais. C'est ça, t'es juste comme ça, que tu vois pas tes messages rentrés. Les ordinateurs puis la technologie sont de plus en plus incorporés dans les cours. Donc, tu sais, ça aussi, c'est un défi de pas... tu sais, pour les jeunes, de pas juste aller sur YouTube ou Netflix et compagnie, là. Parce que, c'est ça, il y a plusieurs sites que les jeunes consultent ou réseaux sociaux qui serait consultable aussi sur un ordinateur, qui lui est le principal outil de travail. Mais déjà, juste en retirant le cellulaire, puis les textos, puis TikTok, Instagram et tout ça, tu sais, ça en enlève une partie quand même. Oui. Puis tu sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je pense que le parent, faut pas qu'il ait peur de contraintes, puis de mettre en place un cadre, puis des règles strictes par rapport à ça. Il y a trop de parents là, qui hésitent parce qu'ils veulent pas entrer en conflit, ou tu sais, leur enfant dit « Oh, mais j'en ai besoin », tu sais, non. Faire les devoirs. Des fois, il y a des infos qui s'échangent entre élèves sur comme Instagram. Souvent, ils se créent des conversations de groupe où ils se donnent les devoirs, ou oubliez pas de faire ça. Mais une fois que l'info est prise, là, le cellulaire, il est plus nécessaire. Il est plus nécessaire. Mais tu as raison, Rosalie, c'est vrai que notamment avec Classroom, Google Classroom, puis tous les outils de la suite Google Éducation qui est de plus en plus utilisé dans plusieurs écoles, mais l'ordi est essentiel, ou à la limite une tablette. Autre que de mettre un cadre, c'est important de justement éduquer l'élève à ton temps de travail. Il est important, puis on le consacre justement à l'étude, puis à ça. Puis si tu avais ton téléphone à côté, ben ton devoir, au lieu de te prendre 20 minutes, il t'en prendrait 40, là. Donc, tu sais, prends ton temps pour ton devoir, puis après, tu iras voir ton sel. Là. C'est vraiment un bon point, parce que les élèves nous disent souvent être débordés, en avoir tellement à faire, mais travailler tellement longtemps le soir, puis des fois, on a l'impression qu'ils sont simplement pas efficaces, parce qu'il y a plein de distractions autour d'eux. Puis, tu sais, à l'école, depuis cette année, c'est sûr que c'est pas nécessairement en lien parfaitement avec les devoirs, mais cette année, à l'école où je travaille, on a établi que les téléphones cellulaires ne montaient plus sur les étages des locaux de classe. Fait qu'on n'est pas censé les voir ni les entendre. Puis c'est magnifique. Là. Fait que, tu sais... Si ça fonctionne. Moi, c'était interdit là, quand j'allais au secondaire, mais c'est comme... Il y a plein d'écoles qui sont rendues plus lousses, on va dire, sur ce règlement-là. C'est comme s'il y a une espèce de dilemme entre... Ben, on devrait être plus dans l'éducation, dans leur apprendre à bien l'utiliser, mais en même temps, il y a toujours l'espèce d'envers de la médaille où... c'était vraiment dérangeant, ça devenait dérangeant, fait qu'ils sont interdits. Puis on dirait que j'aimerais qu'en continuité avec ça à la maison, ben il y ait aussi ce genre de règlement-là, où en classe on travaille, on les a pas, mais pourquoi à la maison ils les auraient fait. Mais chaque parent connaît bien son jeune aussi, puis est capable d'établir les limites nécessaires. Là. Ouais. On parle, autre que les technologies, on parle beaucoup au primaire, de comme vérifier les travaux scolaires de l'enfant. Je sais que ça se fait moins au secondaire, mais même si l'enfant est au secondaire, de l'encourager, ça c'est quelque chose qui reste toujours pertinent à faire. Puis
tu sais, des fois, si tu dis, secondaire 5, il fait ses affaires, mais tu sais, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, tu sais, l'enfant reste quand même jeune, là, puis c'est toujours important, peu importe l'âge que t'as, même rendu à l'université, des fois, juste quelqu'un qui te dit, tu sais, let's go, je sais que tu vas être capable, puis... Aussi, le défi, souvent, en secondaire 1, c'est que, OK, il commence sur le secondaire, il y a une certaine autonomie qui est attendue d'eux, vu qu'il est au secondaire, mais c'est pas tous les élèves qui ont le même niveau de maturité, qui sont prêts à ça aussi, donc... Qui vont s'adapter aussi facilement que d'autres aussi. C'est ça, donc, tu sais, des fois, faut pousser un peu l'élève, puis faut l'accompagner un peu là-dedans à prendre son autonomie, puis, tu sais, quitte comme parent, là, à venir dire comme, OK, comment est-ce que, comme parent, comment est-ce que tu peux être autonome, quelle technique est-ce que tu peux venir mettre en place, quelle stratégie. C'est ça, tu sais, comme un agenda, prendre en note les devoirs, des choses comme ça, c'est pas intuitif pour tout le monde, donc, tu sais, des fois, surtout en secondaire 1, mais peut-être aussi plus tard, là, mais, tu sais, de venir accompagner, OK, comment prendre tes notes, puis des petites choses comme ça que... C'est un bon point que tu apportes, puis ça me fait penser que, justement, cette année, on réalise qu'en secondaire 1, spécifiquement, très, très peu d'élèves utilisent l'agenda papier. Alors que c'était la norme il y a quelques années. De plus en plus délaissent ça. Puis on a peut-être un peu négligé de les former à un outil complémentaire ou alternatif. Il va falloir qu'on pense vraiment à les former à une méthode de planification puis d'organisation. S'ils sont pour le faire en ligne, mais au moins qu'ils le fassent en ligne, mais bien. Oui. Parce que sinon, c'est tout désorganisé. Puis... Puis comme enseignant... Juste ça fait une différence. C'est ça, tu sais, comme enseignant d'une autre... On est d'une autre génération qu'eux, finalement. Tu sais, on est encore beaucoup confinés dans le papier, fait qu'on aurait tendance à... On n'a jamais été dans leurs souliers de devoir apprendre aussi en plein confinement et tout. Oui, donc, faut aussi penser à ça, là. Puis ils ont un peu le réflexe de dire, mais pourquoi je le noterais dans mon agenda si quand j'ouvre Classroom ou Pluriportail, tout est là, puis ils ont un peu raison, mais en même temps, il y a des lacunes, là, parce que... Comme tu disais, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de maturité. Des fois, il y en a qui au niveau de... quand on leur laisse cette autonomie-là, l'espace est trop grand, là, puis ils se perdent. Pour un parent qui n'a pas d'études en enseignement, comment il peut aider son enfant, se sentir comme compétent, sans dire OK, je suis un prof, justement, on veut pas que les parents deviennent des professeurs, mais comment qu'il peut développer des stratégies? Bien, on en parlait tantôt, juste de se montrer intéressé, puis conscient du fait que l'enfant a des devoirs à faire, sans être spécialiste d'une matière ou d'une autre. Moi, je pense qu'un parent qui, sans nécessairement aller valider que tout est fait, puis être toujours au-dessus de l'épaule, juste de dire hey, « je sais que tu as des devoirs, as-tu besoin qu'on regarde ça ensemble, je me montre présent pour toi. » Juste de montrer qu'il s'intéresse, ça va venir valoriser l'importance des devoirs puis de l'école. Même si on n'a pas nécessairement la bonne réponse, juste de montrer que t'essayes, puis t'essayes de comprendre ce qu'il fait, juste ça l'aide. C'est ça, si le parent accorde l'importance aux devoirs, ben l'enfant va accorder de l'importance aux devoirs et aux travaux scolaires en général. Ça, on le voit, là, quand les enfants ont un certain support puis soutien à la maison. Ça transparaît, là. Oui. Puis, tu sais, souvent, les parents, ils savent pas, par exemple, un travail de maths, là, des fois, la matière peut être difficile, c'est pas toujours évident. Donc, tu sais, des fois, là, juste demander à l'élève, OK, tu comprends pas tel concept, qu'est-ce que tu comprends? Explique-moi ta matière. Tu sais, des fois, juste ça peut aider l'élève à mettre en mots certains concepts, puis à, justement, pouvoir faire des liens entre certaines choses, juste de l'expliquer verbalement. Tu sais, des fois, juste ça peut aider un élève. Ça peut aussi débloquer le parent à leur re-questionner par la suite, puis là, ça va peut-être justement aider l'enfant. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, je pense que j'ai vu ça en classe, puis là, finalement, tu sais, ça déboule tout après. En histoire, souvent, ce que j'entends mes élèves faire, c'est qu'ils se préparent comme des flashcards. Avec une question d'un côté, la réponse de l'autre. Ou en tout cas, ils se font des questionnaires de révision, puis souvent, c'est le parent qui va questionner. Puis l'élève doit de fournir une réponse, mais tu sais, le parent n'a pas besoin d'être compétent dans la matière pour soutenir son enfant là-dedans. Non, mais il a la réponse, il fait juste comme l'aider à étudier. Oui, c'est ça, mais il le soutient quand même, puis il se montre présent, disponible. Ça n'a pas besoin d'être long non plus, là, tu sais. L'enfant, il s'est comme débrouillé pour faire ça, puis après ça, toi, t'es juste là pour, c'est ça, le soutenir, puis l'aider pour son étude. Pour les élèves qui pourraient manquer de motivation, que
la période de devoir, là, c'est dur. Là. Pour un parent, des fois, il a bien beau s'intéresser, puis il a bien beau essayer. À un moment donné, des fois, il est comme pas équipé, puis c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est sûr. C'est un enfant qui tourne sur sa chaise, c'est comme, j'en ai rien à faire, des maths, puis tu sais. C'est sûr que j'ai plus l'approche puis la vision d'une prof du secondaire qui veut enseigner le sens des responsabilités puis d'autonomie. Puis ça m'est arrivé de dire à des parents, lâchez prise, c'est pas votre combat, puis ça va être à votre enfant de trouver en lui-même les raisons, les motivations de le faire par lui-même, quitte à ce qu'il frappe un mur à un certain moment. C'est sûr que comme parent, c'est probablement la chose la plus difficile à faire, de dire je lâche prise. Mais ça, c'est plus peut-être du deuxième cycle du secondaire, secondaire 3, 4, 5. Premier cycle, on en parlait un peu d'avoir quelque chose qui va venir nous motiver, que ce soit hey, en fin de semaine, si t'as vraiment bien fait tes devoirs, que tes examens bien avancé, ben on pourrait aller voir un film, le film que tu veux, puis on va aller faire une activité. Ça n'a pas besoin d'être une grosse chose, mais juste un petit quelque chose comme... Une petite carotte, là, une petite nanane. C'est ça. Ou lui donner un but, tu sais, justement, au secondaire, souvent, tu sais, on commence à penser qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Fait tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes passions? Y a-tu un métier que peut-être t'aurais une idée que t'aimerais faire plus tard? Puis le fait, justement, de commencer à penser à ça, ben, tu sais, tu te dis, ben, tu sais, c'est quand même important, tu sais, que je commence à m'impliquer un peu plus, puis que mes notes, je sais que c'est pas tous les jeunes qui pensent de même, puis c'est pas tous les jeunes qui savent quoi faire, mais tu sais, des fois, juste de commencer à penser à son avenir, ça peut en pousser certains, ok, il faudrait que je me botte le cul un petit peu, là. Puis, tu sais, on dirait que j'aimerais dire à un parent de oui, pousser son enfant, mais de pas aller jusqu'à nuire au lien, puis à la relation qu'ils ont avec leur enfant, parce que tu sais, j'en ai vu finalement dans ma courte carrière des parents être tellement derrière leur enfant, puis tellement vouloir plus qu'eux, qu'au final, l'enfant était juste en résistance, puis voulait finalement plus rien savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le parent devienne le prof, justement, parce que c'est là que ça fait comme ça brise le lien. Mais tu sais, c'est certain que pendant la pandémie, les parents ont dû s'assumer un certain rôle d'enseignant, mais il faut pas oublier que là, où est-ce qu'on est rendu 3 ans plus tard, le rôle des parents, ça reste d'être un parent, tu sais. Faut pas le garder de vue, ça non plus. C'est un des acteurs dans le triangle, école, parents, famille, élèves, là, mais c'est pas... faut pas qu'il se substitue à l'enseignant. Le rôle est complémentaire, important, mais complémentaire. Pour certains élèves, l'attention, ça peut être plus difficile, pas simplement pour les élèves avec un trouble de déficit de l'attention, mais pour tout élève, à un certain moment de l'année, l'attention peut être plus difficile. Mais comme enseignant, y a-tu des trucs que tu utilises au quotidien que les parents pourraient utiliser pour les ramener varier, tu sais, à la limite de pas être 1 heure en maths là, ou 1 heure en français, d'alterner entre les différentes matières. Ça peut aider le cerveau à rester attentif. La luminosité, excusez, là, ça a l'air banal comme truc, mais souvent les élèves travaillent dans une ambiance, c'est trop noir. Je conseille beaucoup à mes élèves d'écouter de la musique, oui, mais instrumentale. Oui, c'est ça que je fais. C'est ça. Avec des paroles, je suis comme pas capable de porter attention et à la chanson et à ce que je fais. D'écouter de l'instrumental. Garder notre attention, ça revient aussi à éviter les distractions dont on parlait plus tôt, là, par rapport au téléphone ou par rapport à j'étais à la table de la cuisine, puis un fait le souper, puis la télé est ouverte. Puis... Des fois, les jeux aussi, il y a de plus en plus les Switch, puis c'est vraiment à mode, là, fait qu'il n'y a pas juste les cellulaires aussi. Puis c'est de cibler le moment aussi, souvent c'est dans le soir, là, dans la soirée, mais est-ce que mon attention va être plus grande? T'sais, immédiatement quand je reviens de l'école, peut-être pas. Des fois, il y a des jeunes qui ont besoin d'1 heure pour décompresser. Mais en même temps, si j'ouvre mes cahiers pour faire mes devoirs à 10 heures le soir, ça sera peut-être pas mieux. Faut pas nuire au sommeil non plus. Exact. C'est apprendre à se connaître comme élève puis à voir quel type de... Qu'est-ce qui fonctionne bien. Là. Exact. Des fois, c'est justement en revenant d'école, certains élèves ils ont besoin de décompresser, ce soit en écoutant un peu de musique, écoutant
un 5 minutes de télévision ou tu sais quelque chose en genre. prendre une petite collation juste pour Ouais. comme faire un petit off à ton cerveau Oui. avant de reprendre puis Oui. d'être focus. Puis c'est juste pas d'alterner, mais tu sais, soit de commencer parce que t'aimes dans les devoirs pour comme vraiment te mettre dedans, fait que tu te motives, tu te dis ok, tu sais, ça c'est pas trop pire à faire, ou faire le contraire, de finir parce que t'aimes, comme ça tu te dis il va me rester ça, puis ça va bien aller après. Ça peut être une autre façon de faire aussi. Donc merci Roxane d'avoir répondu à toutes nos questions. Puis on va se revoir dans un prochain épisode que tu as décidé de participer aussi avec nous. Donc merci beaucoup. Puis on espère que les auditeurs, vous avez bien aimé notre épisode. Merci à toi, Émilie. Merci.